Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Chers internautes, chers rayonneurs, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, ça va très bien. Bonjour, ça va bien, Ok, merci. Et toi? oui, ça va bien, merci. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur la plateforme Zoom en vue euh, de discuter ensemble sur un sujet assez intéressant qui est éducation, la réussite académique à ta portée. Donc, l'instruction est quelque chose de très important. Lorsqu'on est instruit, on a plus d'avantages, plus d'opportunités dans la vie. Et c'est dans la littérature française, c'est Montaigne a déclaré que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc, nous avons une invitée avec nous qui répond au nom de Stacy. Elle va nous donner des astuces afin de nous aider à réussir notre année académique. Donc, Dieu aussi a dit que mon peuple périt faute de connaissances. Donc, il est important qu'on soit éduqué. Alors, sur ce, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et que ce moment soit agréable pour chacun de nous. Alors, nous allons avoir la prière par notre directeur, Irli Pierre-Victor. Merci, Dari. Et baissons la tête pour une courte prière. Par le Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce sujet palpitant qui est l'éducation à notre portée, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons connaître les astuces, comment grandir à tout égard au sein de la société, mais au sein de l'Église, Seigneur. Soit avec Stacy et aide-nous à grandir, car nous savons que l'éducation est éternelle. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Amen. Merci, Irli, pour la prière. Alors, nous arrivons au moment de vous présenter notre invité. Alors, nous avons avec nous Stacy Lebrun qui va nous parler de l'éducation, comment elle va nous prodiguer des conseils, comment nous réussir notre parcours académique. Alors, je connais Stacy depuis à l'église de Sainte Bonne Nouvelle. Et Stacy, elle est une jeune qui s'implique dans les activités de jeunesse à son église. Elle est présentement directrice de jeunesse à l'église de Sainte Bonne Nouvelle. Elle est très souriante, comme vous pouvez le constater. Et elle possède l'habileté de créer des liens avec les jeunes. Elle travaille présentement comme enseignante dans une école primaire. Alors, Stacy, nous sommes heureux de t'avoir avec nous afin que tu puisses nous aider à réussir aussi, comme toi, Dieu t'a permis de réussir. Avec vous, mesdames et messieurs, Stacy Lebrun. Merci, Dari. Je m'attendais pas à cette présentation. Là, je suis gênée. Mais merci pour la présentation puis pour les bons mots. Aussi, merci beaucoup au groupe Rayon d'Espoir de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Puis merci à ma grande sœur Isra qui m'a accompagnée durant toutes les 2 dernières semaines là, parce que j'étais un peu stressée, mais elle m'a rassurée. C'est pas parce qu'on est enseignante qu'on peut pas stresser, hein. C'est à chaque fois de parler en public, là, il y a toujours un petit stress. Mais
Mais merci beaucoup. On va commencer. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Ouais, ok, c'est bon. Donc, comme Darine a dit tout à l'heure, le thème, c'est l'éducation à la réussite académique à ta portée. C'est un sujet vraiment intéressant, puis c'est très important puisque vous veut pas qu'on soit petit, enfant, adulte, personne âgée. Nous avons tous eu une éducation, puis ça fait partie de notre vie au quotidien. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Stécie Lebrun. Mon parcours académique, j'étais au primaire, au secondaire. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de bruit? J'entends des tidines, tidines. C'est-tu de mon côté ou c'est normal? C'est normal, il y a des gens qui assistent à la présentation Ah, qui OK. rentrent. OK, c'est bon, parfait. Donc, en dehors de mes études primaires, secondaires et cégep, j'étais à l'université, à l'UQAM plus précisément, puis j'ai étudié mon programme d'études, c'était l'enseignement du français langue seconde. Donc, je suis une enseignante d'accueil. Puis, avec ce programme, je peux enseigner aux primaires, au secondaire et aux adultes en francisation. Actuellement aussi, je suis étudiante à la maîtrise en administration scolaire. Donc, je suis enseignante et étudiante. Donc là, ça va. Dans la présentation, vous allez voir, je vais parler autant pour les étudiants et autant pour les parents parce que je suis enseignante et je peux donner quelques conseils par rapport à ça. Donc, mon parcours professionnel, c'est pas mal ça. En ce moment, je suis enseignante soutien linguistique à l'École des Amis du Monde à Montréal. Je vais commencer par vous présenter, mais en fait, toute la présentation sera autour de cela, des défis des étudiants en cours d'apprentissage et aussi des conseils. En faisant des recherches pour la présentation, je suis tombée sur le site aide.ulaval.ca. Puis c'est vraiment, à partir des recherches qu'ils ont effectuées, il y a vraiment tous les points que je voulais aborder. Donc, je vais pas réinventer la roue. Tant qu'à y être, on va aller sur ce site-là. Mais surtout par rapport à la section apprentissage et réussite, vous allez voir, nous allons visiter le site ensemble. Mais les principaux défis dont je vais vous parler aujourd'hui portent sur la motivation, gérer les études, la famille et le travail en même temps, la baisse de motivation qu'on peut avoir au cours de notre parcours, la procrastination. Merci. La procrastination. Le retour aux études, parce que comme vous savez, il y a des adultes qui recommencent ou il y a même des jeunes qui changent vraiment. Ils ont terminé leurs études, mais qui recommencent dans un autre champ. Donc, ça aussi, c'est important. Le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les stages des superviseurs. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont eu des expériences un peu compliquées. Les travaux d'équipe et pour terminer, le stress et l'anxiété. Donc, pour pour parcourir tous ces points dans le fond, on va aller sur le site. Je vais arrêter mon partage. Est-ce que vous voyez? OK, super. Donc, comme je disais tantôt, c'est normal aussi de rencontrer des difficultés en cours de route. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans le fond pour nous aider dans nos apprentissages. Pour commencer, le premier problème qu'un étudiant peut rencontrer, c'est la motivation. On va oublier le confinement là, mais on va vraiment on va vraiment focus sur la motivation. Je suis la première, c'est pas facile à être motivée là. Donc, la baisse de motivation, c'est normal à certaines périodes des études. Puis, apprendre, étudier, ça demande du temps et de l'énergie, puis c'est pas toujours facile. Dans notre parcours, notre énergie peut diminuer, puis on peut se demander, ah, mais c'est trop forçant. On peut être facilement découragé dans le fond. Donc, pour motiver, voici quelques points dans le fond qui peuvent aider.
c'est important de ne pas avoir des périodes d'études trop longues parce que ça peut être facilement démotivant. Des fois, on veut tellement bien travailler que on étudie, mais à un moment donné, notre cerveau est saturé, donc il faut prendre un moment de pause, puis juste aller faire autre chose, puis revenir. Parce que étudier toujours, ça aussi, ça c'est le premier, comment dire, la première chose qui fait qu'on peut être facilement démotivé. Aussi, c'est important de définir les buts plus spécifiques et à court terme. Dans le fond, se demander pourquoi j'étudie premièrement, puis c'est dans quel but. Même si c'est un cours qu'on peut penser que le cours est super facile, mais ce sont les cours les plus faciles, justement, on peut être démotivé par rapport à ça parce que c'est trop facile. Donc, pourquoi je fais ça? Puis, c'est quoi l'objectif? C'est toujours important avant d'effectuer un travail ou d'effectuer un projet, de se fixer des buts à long ou à court terme. Après, c'est qui fait suivre vos efforts d'activité agréable. Ce point est super important. Moi, je me suis donné comme objectif de sortir au moins une fois toutes les 2 semaines parce que oui, c'est bien d'étudier à la longue, mais on a besoin d'un moment pour faire le vide et dans le fond, profiter un peu de la vie. Donc, ces moments-là sont super importants. Que ce soit juste aller au parc avec un ou une amie ou un membre de la famille, écouter un film, aller au bowling, peu importe l'activité, c'est important de mettre une activité agréable dans son horaire. Et ça motive aussi. Des fois, j'étudie, puis je suis découragée, je ne suis plus motivée, mais je regarde mon horaire, je suis comme, OK, je vais sortir cette journée-là à cette heure-là, donc ça me motive pour terminer tout ce que j'ai à faire pour pouvoir sortir. C'est important aussi d'avoir toujours en tête des raisons d'exécuter une tâche, c'est-à-dire pourquoi je dois étudier. C'est important de toujours se faire un rappel, dans le fond. J'étudie dans ce but, dans le but de réussir pour, etc., etc. Ça motive aussi, surtout dans les moments où la motivation est au plus bas. C'est important de se rappeler la raison pour laquelle on étudie. Oui, le dernier point, c'est on développe une aversion pour une discipline avant tout parce qu'on n'y réussit pas. Ça, c'est des fois, puisqu'on ne réussit pas un cours, on se dit on est motivé. Ou si on a beaucoup de difficultés dans le cours ou dans un travail, dans un projet, on est facilement démotivé. C'est important ce n'est pas une raison dans le fond. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important de se rappeler que c'est normal. Ça peut arriver d'avoir des difficultés, mais malgré les difficultés, il faut toujours continuer. Puis ce n'est pas parce qu'on a des difficultés ou ce n'est même pas parce qu'on a un échec dans un examen ou dans un cours que ça veut dire qu'on ne va pas réussir. C'est important de toujours, dans le fond, avoir des pensées positives et pour continuer la tâche. Donc, ça, c'était les conseils pour la motivation, parce que ce n'est pas très facile. Pour la baisse de motivation, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on va commencer par les indices. Désolée, les indices de la démotivation. Je vais prendre un exemple de moi. Des fois, j'étais démotivée, je ne savais même pas que j'étais démotivée. Ce sont mes amis qui me disaient, « Oh, mais tu sais, tu es démotivée. » Dans ma tête, c'était juste, « OK, je passe par un moment difficile. » Mais c'est important de savoir quand tu es démotivée, justement, pour pouvoir aller appliquer ces astuces, ces conseils, pour sortir un peu de cette étape de démotivation. Donc, les indices physiques, tu peux être fatigué. Ça, je pensais pas, mais ouais, c'est un point super important. Indice émotionnel, la culpabilité. Ah, je n'ai pas réussi ce cours, je n'ai pas réussi à faire ça, donc je vais pas réussir. Donc, plus tu te dis ces paroles-là, plus tu deviens démotivé. L'ennui, la frustration, le découragement, les indices comportementaux, des excuses pour ne pas étudier. Moi, je suis la première. Hein. J'ai toujours une excuse pour ne pas étudier. Ah, j'ai cette activité à faire. Je vais le faire après. Donc, plus on se donne des excuses et plus on sera démotivé justement pour effectuer la tâche. Les absences au cours, c'est super important. Même si on pense qu'un cours est super facile, c'est toujours important d'aller au cours parce que
voir les autres et écouter l'enseignant, ça motive d'une certaine manière. Et les échecs aussi. Comme je l'ai dit tantôt, avoir un échec, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, qu'on ne va pas arriver au but final. L'échec, ça veut juste dire, ben pour les enseignants en tout cas, ça veut dire que tu n'as pas encore acquis les connaissances que tu es supposé acquérir, donc tu dois juste recommencer pour arriver à ton objectif. Et les indices cognitifs, baisse de concentration, difficulté de mémorisation. Donc, c'est important de bien évaluer les sources de votre démotivation et pour justement sortir de cette réalité-là. Donc, j'ai parlé de tout ça tantôt. Nous allons aller à la procrastination. Donc, la procrastination, c'est l'habitude de toujours reporter à une date ultérieure la tâche qu'on est supposé effectuer. En lisant ça, en préparant tout ça, je me suis reconnue dans toutes les étapes. Donc, c'était vraiment très drôle. Mais la procrastination, c'est vraiment très, 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 très dangereux. C'est un problème toxique, surtout lorsqu'on étudie. Mais je pense qu'on est tous passés par là. Puis, pour cette étape-là, dans le fond, on doit toujours se poser la question, pourquoi je remets à plus tard ce que je peux faire maintenant? Pourquoi je ne le fais pas tout de suite maintenant? Pourquoi attendre plus tard? C'est important d'identifier les raisons lorsque vous prévoyez travailler. Ici, il y a des exemples de prétextes. Je suis pas dedans. Je serai en plus en forme demain. Il me reste beaucoup de temps. Je le ferai demain. Ça, c'est moi, ça. Je le ferai toujours demain. Puis j'arrive à la dernière minute et je stresse. Et là, je me dis, mais pourquoi? Et je commence à prier. Puis je me dis, ben, Seigneur, c'est ma faute. Mais en tout cas, ce sont des excuses, des prétextes qu'il ne faut pas avoir, justement, qu'on doit essayer de ne pas avoir. Il faut toujours donc, à chaque fois qu'on est dans une étape de procrastination qui peut nuire à la réussite scolaire, à la réussite académique, il faut se poser ces questions-là. Et c'est vraiment ennuyant, je vais faire autre chose. Ça va vraiment être difficile et long, je le ferai demain. Ce sont tous des prétextes qu'on utilise et ce sont des pensées toxiques, comme c'est écrit, qu'il faut mettre à la poubelle. Surtout le prétexte que j'ai encore beaucoup de temps. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Il y a plusieurs imprévus. Donc, nous ne contrôlons pas le temps aussi. Donc, c'est important de ne pas avoir ces prétextes-là. Donc, je descends. Dans le fond, ce sont tous des petits prétextes. Quelles sont vos priorités? Le petit train va loin. Comment dire non aux offres alléchantes. Ce sont toutes des conseils, des astuces. Bon, je vais pas vraiment expliquer à chaque fois, là, mais le résumé pour ce point-là, c'est vraiment que pour la procrastination, c'est important de se poser les bonnes questions parce que procrastiner, ça peut nuire à la réussite académique. Se poser les bonnes questions et se fixer des objectifs. C'est super important d'avoir un calendrier, justement, pour éviter de procrastiner. Le retour aux études. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui reviennent sur les bancs d'école, que ce soit pour changer de carrière ou aussi, il y a beaucoup d'adultes qui viennent moi, je suis enseignante d'accueil, donc les adultes qui arrivent, qui sont nouveaux au pays, puis qu'ils doivent s'adapter à la culture. Donc, ils vont apprendre la langue, puis après, ils vont retourner aux études. Ce n'est pas toujours facile. Donc, je trouvais ça important d'en parler aussi. Donc, il y a plusieurs préoccupations justement qui sont liées au retour aux études. La première chose, il y a beaucoup de gens qui disent « je n'ai plus le temps à perdre ». Donc, ils ont plusieurs obligations, ils ont des enfants. Donc, ils sont comme « OK, je dois aller, je dois vraiment étudier. » Mais il faut toujours se rappeler aussi que il faut se donner le temps, dans le fond,
même quand on retourne aux études, il faut se donner le temps de bien faire des recherches. Il faut avoir des bonnes raisons, mais pas juste pour oui, c'est vrai que retourner pour la famille, pour avoir un meilleur revenu, c'est important, mais si c'est juste ça, les raisons, on peut facilement abandonner parce qu'étudier, ce n'est pas forcément facile. Donc, il faut toujours faire des recherches pour surtout un domaine qu'on aime. Donc, l'excuse de je n'ai plus le temps à perdre, il faut vraiment réfléchir avant de. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison valable dans le fond. Il faut vraiment plus réfléchir là-dessus. Et aussi, j'ai moins de chances de me trouver un emploi que les jeunes diplômés. Ça aussi, j'ai toujours dit aux gens autour de moi que quand j'étais à l'université, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes. J'ai toujours été la plus jeune. Il y avait des moins jeunes, il y avait aussi des personnes âgées, mais on regarde pas l'âge, on ne regarde pas l'apparence. L'important, c'est vraiment que tu sois là puis que tu veuilles étudier. L'éducation, c'est super important. Au contraire, on t'accorde plus de respect lorsque tu es une personne plus âgée parce qu'on est comme, wow, t'es vraiment motivé puis que tu veux apprendre. Les jeunes, on est vraiment super, super éblouis. Au contraire, on va pas forcément le dire, mais dans notre tête, c'est ce qu'on pense. Donc, c'est vraiment, j'encourage tous ceux qui veulent retourner aux études là, de, de faire le premier pas et de faire des recherches, de s'inscrire. Et ce n'est pas vrai que parce que une personne est plus âgée qu'une autre, que la personne plus âgée a moins de chances de trouver un emploi. Donc, c'est toujours important. C'est important de mettre ces pensées-là à côté là, et de suivre ses rêves. Je devrais comprendre plus vite car j'ai plus d'expérience vécue. Ça non plus, ça veut rien dire. C'est vrai que les expériences, ça compte, mais c'est important d'apprendre puis de s'approprier. Les expériences vont aider, mais c'est important de s'approprier. En plus, il y a toujours de nouvelles connaissances, là. Donc, c'est important de, de s'approprier les nouvelles stratégies, comme par exemple, ils ont écrit ici des résumés en mots-clés, des schémas graphiques, etc., pour être bien structuré et bien mémoriser les choses. Je vais passer il y a aussi les évaluations me font peur. C'est sûr que la peur d'échouer, c'est un problème aussi qui peut nuire à la réussite scolaire. Mais dans la vie de tous les jours, je trouve, il y a toujours, tu as deux choix, soit tu réussis, soit tu échoues, puis c'est à toi de décider dans quel camp tu veux être. Mais c'est important de toujours se rappeler que même si on échoue, ça ne veut pas dire que c'est la dernière porte. Au contraire, il y a d'autres portes, justement. L'important, c'est d'être motivé puis de poursuivre ses rêves. Donc, même si on retourne aux études puis qu'on a peur des évaluations, ça va bien aller. On essaie d'être positif puis de percevoir, justement, comme c'est écrit, les évaluations comme une façon d'évaluer nos connaissances et pas genre, comment dire, pas une porte dans le fond qui peut se fermer à tout moment. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas les capacités intellectuelles pour faire des études universitaires. Certaines personnes qui veulent, j'ai rencontré des adultes aussi qui se disent, oh, j'aurais tellement aimé faire ce métier-là. Mais là, je suis trop vieille ou mon cerveau ne fonctionne plus comme les jeunes. Certaines personnes ont tendance à remettre justement en doute ses capacités intellectuelles, mais c'est toujours important les cerveaux, il faut travailler, hein. Petit à petit, on travaille, puis vous allez réussir à atteindre vos objectifs si vous êtes motivé, si vous travaillez, si vous priez, si on parle du point de vue spirituel. J'ai peur de négliger ma famille et mes amis. Ça aussi, c'est un point très important. Ça peut facilement arriver si nous ne sommes pas organisés. Donc, c'est important parce que les études, que ce soit, on va parler au point de vue universitaire, les études universitaires, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, d'aller à l'école. Et aussi accorder du temps à la famille. Donc, c'est important de se faire un horaire, un calendrier, être organisé. Et ce point-là n'est pas supposé... ça peut facilement nuire à la réussite, mais une fois qu'on
qu'on est bien organisé, c'est supposé bien aller. Donc, des conseils pour faciliter le retour de ceux et celles qui veulent retourner aux études. Dans le fond, se laisser le temps, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement, briser, briser l'isolement, réévaluer les objectifs, adopter des méthodes de travail efficaces et demander la collaboration de votre entourage. C'est super important. C'est sûr que ce n'est pas une étape facile, mais avoir des gens, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent, qui sont positifs. Donc, en parler avec des gens spécifiques, pas tout le monde, mais des gens avec qui vous êtes à l'aise, puis que vous savez qu'ils vont vous encourager dans votre parcours académique. Le prochain point, c'est le TDAH. Je vais pas trop m'attarder sur ce point, mais comme enseignante à l'école, dans le milieu dans lequel je travaille, il y a de plus en plus d'élèves TDAH et dans notre communauté, on a, ce que je remarque, c'est qu'on a tendance à, à mettre de côté lorsqu'un enfant, un élève ne comprend pas forcément. On veut pas chercher la source du problème, mais on va penser que c'est parce que, oh, il saute, oh, mais il y a toujours une raison. C'est important de chercher. Ça peut être un, un, un manque de concentration. Tu sais, il y a beaucoup de raisons. Donc, c'est important quand on a des difficultés dans notre apprentissage, on a des difficultés qui nuisent à notre réussite, de se poser des questions et de chercher la source du problème. Que ce soit comme pour les adultes, pour les enfants aussi, c'est important de, de savoir, dans le fond, ce qui cloche pour justement arriver à nos objectifs, à la réussite. Donc, ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le TDAH. Donc, moi, je suis pas experte en ça, donc je vais pas commencer à parler de quelque chose que je maîtrise pas. Donc, vous pouvez aller sur le site, consulter, puis vous, vous aurez quelques informations importantes. On va continuer par les difficultés en stage. Pour avoir vécu plusieurs situations en stage et aussi mes collègues et mes amis, on en parle avec Isra, les stages, c'est pas forcément facile. Donc, c'est important avant d'aller justement dans un métier, je vais parler pour les métiers, là, avant de choisir un métier, je trouve ça important de faire un stage dans ce métier-là parce que c'est vraiment dans la période de stage que tu vois la réalité. Donc, est-ce que tu vas aimer ça? Est-ce que tu ne vas pas aimer ça? Parce que du point de vue théorique, ce qu'on apprend à l'école, ça a l'air tout beau, tout facile, mais quand tu travailles vraiment sur le milieu, ce n'est pas la même réalité du tout. Donc, c'est important d'aller en stage. C'est dans le stage que tu vas avoir vraiment la réalité du milieu et c'est important de bien choisir le stage et aussi le superviseur ou la superviseure de stage, parce que ça peut tout changer. Soit ça va super bien se passer ou soit ça va super mal se passer. Si vous avez la possibilité de choisir un superviseur de stage, c'est important de poser des questions, de dire c'est quoi tes attentes, de demander au superviseur aussi c'est quoi vos attentes par rapport à moi, pour justement pour que tout le stage puisse bien se dérouler. Par la suite, il y a prévenir et gérer les conflits dans les travaux en équipe. C'est un point super important parce que vous ne voulez pas que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université. On va toujours travailler en équipe, même dans la société, au travail, tu vas travailler en équipe. À l'église, on travaille en équipe. Ça fait partie de notre vie de tous les jours et c'est important de bien gérer les conflits. Donc, qu'est-ce que le conflit? C'est un désaccord entre des personnes. Donc, les types de conflits, il peut y avoir des conflits au fonctionnement dans l'équipe, des retards, des absences. Est-ce que tu es motivé? Des rôles mal définis, des difficultés à planifier l'horaire, des lieux de rencontre, etc.
Il y a aussi des conflits concernant la réalisation du travail. On a différents points de vue. On ne voit pas les choses de la même façon. La répartition inéquitable des tâches. Moi, j'ai plus de travail que toi. Il y a aussi des tables de stagnation. Des conflits en raison des traits de personnalité incompatibles. C'est super important avant de se mettre aussi en équipe avec les autres, là, de voir avant de discuter un peu, même quand même quand j'arrive puis que je n'ai pas le choix de me mettre en équipe, je préfère être seule puis faire plus de travail que d'être avec des gens puis que je sais que ça va me causer des problèmes. Donc, c'est important de voir si les personnalités sont compatibles parce que la personne peut facilement te démotiver. Surtout, on a différentes personnalités. Donc, moi, je peux être perfectionniste et l'autre est moins perfectionniste, donc ça va me déranger. Donc, c'est important d'être compatible aussi dans ce point-là. Des conflits de génération, ça a l'air de rien, mais ça peut être un problème aussi dans les travaux en équipe parce que je me rappelle à l'université, j'avais un travail avec une personne beaucoup plus âgée que moi. Puis le fait que je sois plus jeune, ça fait en sorte que la personne peut penser que elle peut me donner des ordres, mais en même temps, on est au même niveau. J'ai beaucoup de respect, mais tu sais, c'est le même niveau. Donc, en raison des écarts d'âge, ça peut causer des problèmes. La diversité des expériences, etc., que ce soit scolaire ou professionnel. Il y a aussi des conflits culturels, confrontations sur le plan des valeurs, des croyances religieuses, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment important à l'école de bien choisir les gens avec qui tu vas faire ton travail. Parce que, en plus que si c'est noté puis que c'est beaucoup de pourcentage, ça peut forcément nuire à ta réussite s'il y a un échec. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est pas mal ça. Que faire en situation de conflit si jamais il y a une situation de conflit dans ton apprentissage avec les personnes avec qui tu travailles? C'est important de préciser, de chercher à comprendre la source du désaccord, pourquoi ça ne fonctionne pas, exprimer vos points de vue, votre point de vue et vos sentiments. C'est important de parler, de communiquer. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on résout des problèmes. Il faut la communication et la compréhension. Donc, c'est important de s'exprimer. Parce que des fois, on peut penser quelque chose, puis on ne le dit pas, puis on pense que la personne est supposée savoir, mais la personne ne connaît pas le fond de notre pensée. Donc, c'est important de le dire. Explorer une zone de compromis. Donc, OK, je t'ai écouté, ça ne fonctionne pas, je comprends, voilà comment moi je pense. Est-ce qu'on peut avoir un terrain d'entente pour que nous deux, nous puissions nous sentir bien? C'était ça pour les défis qu'on peut rencontrer. Maintenant, nous allons aller à la partie stratégie. Donc, des différentes stratégies que vous pouvez mettre en pratique dans votre apprentissage. Donc, il y a la gestion du temps. Je vais pas cliquer là-dessus, mais comme j'ai dit tantôt, il y a le site aide.ulaval, donc vous pouvez aller consulter. La gestion du temps, c'est important de toujours avoir un calendrier, de bien planifier ses moments d'études, comme ces moments les moments d'études, les moments de sortie, etc. C'est important d'avoir un bon horaire. La concentration, l'écoute en classe, la lecture, la mémorisation, et etc., etc. Je vais retourner dans mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez? OK, super. Ah, j'ai oublié le point le plus important. Non, désolé, je vais retourner. Le stress et l'anxiété. Bon. Le stress et l'anxiété, c'est super important. Je me disais qu'il manquait un élément dans bien vivre le stress dans vos études et dans votre carrière. Comme vous savez, le stress, ça peut fortement, en fait, c'est l'élément qui peut le plus nuire dans votre apprentissage
et ce qui peut bloquer dans le fond votre réussite. C'est important de bien gérer son stress. Est-ce que le stress et l'anxiété, c'est la même chose? Ce ne sont pas les mêmes choses. C'est sûr qu'il y a des points communs, mais ce n'est pas la même chose. On va essayer de voir la différence. Dans le fond, le stress, c'est une réaction que ton corps a quand tu effectues une nouvelle tâche, que ce soit physique, émotive ou mentale, dans votre vie quotidienne. Puis, il y a le stress positif, il y a le stress négatif, dans le fond. Le stress positif, ça va t'encourager. Moi, j'ai beaucoup de stress positif. Justement, quand je dois effectuer une nouvelle tâche, mon corps va réagir, je vais être stressée, mais mon stress va me pousser à plus travailler, à plus faire des recherches parce que justement, je veux tellement réussir que je stresse, mais c'est un bon stress. Et aussi, le stress négatif, je le vis aussi, un peu moins que le stress positif, mais le stress négatif, c'est je stresse tellement que ça me bloque et que je ne peux pas avancer justement dans mon travail. Donc, c'est important de, quand ça arrive, de faire le vide, de respirer. C'est important quand on stresse, le stress négatif, là, de mettre tout sur pause et de se poser des questions, de prier, d'aller prendre de l'air, de trouver des méthodes justement pour relâcher ce stress et pour continuer dans la tâche. Par rapport à l'anxiété, c'est plus une grande crainte. La crainte est tellement forte que ça bloque tout. Il y a des personnes très, 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 très anxieuses et je le vis dans le milieu scolaire. Avec mes collègues, j'ai des collègues qui sont très, très, très anxieux et aussi j'ai des élèves très, très, très anxieux. Donc, ça peut forcément nuire euh, à la réussite. Puis, dans le fond, l'anxiété, c'est j'arrive pas à, oups, c'est une émotion qui accompagne la perception d'une menace. Comme je disais tantôt, c'est principalement la crainte. Puis, euh, ouais, l'anxiété scolaire, on va plus focus sur l'anxiété scolaire, ça fait référence à la peur de l'échec. Donc, il y a des gens qui ont tellement peur de ne pas réussir, justement, que ça par rapport à un examen. J'avais une élève il y a 3 semaines, elle était tellement anxieuse parce qu'on avait une dictée que elle avait mal au ventre, elle pouvait pas se rester assise ni debout, elle se sentait vraiment pas bien. Puis après, moi, je ne comprenais pas parce que c'est parce qu'elle était anxieuse. Puis à la fin, je voulais l'envoyer à la maison, mais à la fin de la dictée, soudainement, elle allait bien. Mais elle était tellement anxieuse justement par rapport à au fait de ne pas réussir la dictée que ça a tout bloqué alors qu'elle est super bonne et qu'elle étudie bien. Donc, juste pour dire que l'anxiété scolaire peut vraiment, vraiment nuire à la réussite scolaire. Ici, c'est important de bien gérer cela. Donc, ici, je vous conseille vraiment d'aller sur le site après parce que ils ont fait des études, puis ils ont mis sur place des grilles aussi pour vous pousser à vous poser les bonnes questions et à faire une introspection pour que vous puissiez prendre conscience de votre réalité dans le fond parce que je peux vous dire tout cela, mais si vous n'êtes pas conscient que vous êtes anxieux, si vous n'êtes pas conscient que vous stressez, vous n'allez pas forcément trouver une solution à votre problème, donc vous n'allez pas changer quelque chose dans votre apprentissage pour justement atteindre vos objectifs et atteindre la réussite. Donc, il y a plusieurs grilles comme l'impact du stress et de l'anxiété sur le plan physiologique. Vous avez ici les troubles du sommeil, augmentation ou diminution de l'appétit, fatigue. Donc, si vous cochez, il y a les cases pas du tout, un peu modérément. Donc, c'est écrit en bas, lorsque plusieurs symptômes physiologiques apparaissent, ça peut être crise de panique, mais en même temps, si vous cochez trop dans le plan physiologique, ça veut dire que vous devez travailler sur certains points par rapport à votre stress ou votre anxiété, et aussi sur le plan psychologique, inquiétude, humeur instable, irritabilité, crainte que le pire ne survienne, etc., etc. Sur le plan psychologique, retard ou absence au cours, c'est important est-ce que vous êtes toujours absent ou pas du tout?
se ronger les ongles, regarder souvent l'heure, etc. Donc, c'est important de faire justement ces introspections-là. Fait que c'est pas mal ça, comme j'ai dit tantôt. Pour le stress et l'anxiété, c'est important de trouver des stratégies comme aller au parc, prendre de l'air, sortir avec une amie ou un membre de la famille. Dans le fond, c'est important d'avoir des moments de pause, pas toujours étudier parce que justement, puis aussi, il faut être réaliste. Est-ce que le fait de stresser ou être anxieux, ça va changer, ça va m'empêcher d'atteindre mes objectifs ou ça va me pousser? C'est important de toujours se poser les bonnes questions justement par rapport à tout ça. Donc, je retourne dans mon PowerPoint. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience, oui, c'est ça, personnelle en tant qu'étudiante. Là, je suis enseignante, mais je suis encore étudiante à la maîtrise. Donc, ce sont plus je peux donner quelques petits points qui peuvent nuire à la réussite, comme le manque de sommeil. C'est important de bien dormir 8 heures par jour et l'alimentation aussi, de bien manger. En fait, j'ai rencontré, puis même moi, je l'ai vécu, lorsque, en tant qu'étudiante, lorsqu'on est stressé ou que il se passe quelque chose dans notre vie, c'est soit on mange notre stress. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, je mange mon stress. Puis ça, manger son stress, toujours manger du fast-food ou genre quelque chose de lourd là que tu te sens bien après. Ça, c'est pas forcément bien. Puis c'est important de toujours bien manger parce que ton corps a besoin de, de, de la bonne nourriture, ton cerveau aussi. L'alimentation, c'est super important. Toujours boire de l'eau, s'hydrater. Comme j'avais dit tantôt, faire une sortie au moins toutes les 2 semaines. Pour moi, dans mon cas, ça peut être à chaque semaine aussi. Se confier à des amis ou proches pour libérer des pensées négatives et soulager le stress. Aussi, c'est important de connaître ses droits en tant qu'étudiante. Par exemple, révision de notes. Si vous trouvez que vous avez fait face à une injustice, par exemple, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait une enseignante j'allais au cégep, secondaire 5, il y a une enseignante qui m'avait mis une note, puis c'était pas ma note, mais elle l'a mis, puis ça allait nuire justement à mon admission à l'université, et ça m'a créé plein de problèmes, et j'ai connu mes droits, j'avais le droit de justement demander une révision de notes. Donc, j'ai demandé cette révision de notes-là et c'est après qu'on a constaté qu'elle s'était trompée et que là, on a dû tout recommencer. J'ai dû faire de, de demandes justement parce que à cause de la note qu'elle m'avait mis, je pouvais ne pas être acceptée à l'université. Donc, c'est toujours important de prendre soin de soi, de connaître ses droits afin d'arriver à ses objectifs. J'ai mis prier en gras et souligné parce que en tant que chrétien, je trouve que c'est essentiel, c'est primordial. Dieu est la source de la connaissance, donc dans nos études, dans notre parcours, dans notre cheminement, dans l'apprentissage, c'est important lorsqu'on fait face à une difficulté oui, c'est bien le manque de sommeil, l'alimentation, tout peut bien aller, mais avec Dieu, tout va encore mieux. Donc, Dieu nous supporte toujours, puis euh, il nous aide. Donc, c'est important de prier. Euh, Mon expérience en tant qu'enseignante, ça, ce sont plus des conseils pour les parents. Non, les conseils pour les parents, c'est après. OK, mon expérience en tant qu'enseignante. Les bons enseignants sont toujours prêts à aider leurs élèves pour qu'ils réussissent. Donc, moi, ça fait 2 ans que je suis enseignante. Je parle pour les élèves, que ce soit primaire ou les étudiants du cégep à l'université. C'est toujours mieux de poser plus de questions que pas assez de questions. Et toujours aller voir le professeur. Parce qu'on va se rappeler de toi. Juste le fait qu'un élève est toujours là. Puis même si la question, c'est pas forcément une question pertinente, mais le fait que je vois qu'un élève me pose toujours des questions,
je, j'ai une autre vision de l'élève que l'élève qui ne parle pas puis qui est dans son coin. Ça joue beaucoup. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tous ceux qui étudient, là. Ça joue énormément. Puis, c'est important aussi de partager le stress et l'anxiété à l'enseignant. Et crois-moi que ça va beaucoup changer, ça va beaucoup influencer ton parcours scolaire, car l'enseignant va t'aider à trouver des stratégies pour alléger les tâches pour toi. Euh, des fois, on pense que parce qu'on stresse et on est anxieux, l'enseignant va avoir une mauvaise vision, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, puisqu'on veut tellement que les élèves réussissent, on va trouver des stratégies pour toi, on va t'aider dans ton cheminement. Et à l'examen, quand je vais voir que, je vais parler de moi, quand je vois que un de mes élèves, l'élève que je sais qui stresse tout le temps, puis que je vois que l'élève aurait pu répondre à la question ou mais qu'il y a eu X raison, ça change beaucoup parce que vous ne voulez pas, à la fin, on a le pouvoir sur la note, mais juste le fait de se confier à l'enseignant, de dire que je veux réussir, c'est juste que je stresse beaucoup, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Euh, ça peut changer beaucoup de choses. C'est important aussi de montrer de l'intérêt à l'enseignant. Je veux réussir. Euh, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations, etc. Juste le fait de montrer un intérêt, ça aussi, ça joue. Euh, Aussi, c'est important de s'informer sur les différentes ressources auxquelles vous avez droit à l'école. Il y a aide aux devoirs, il y a du tutorat, il y a des conseillers, il y a des mentors, il y a des psychologues si tu veux justement libérer ton stress, parler. Il y a des cours de perfectionnement. Il y a beaucoup de ressources dans les écoles. Il faut juste s'informer. Pour les parents, j'ai mis les conseils pour le primaire et le secondaire. C'est important de prendre soin de son enfant dans tous les sens. Apparence, c'est super important. Au primaire, là, quand ma mère prenait soin de moi, de mes frères et sœurs, j'étais comme, OK, elle disait, ah oui, l'enseignante va regarder ça. Je ne comprenais pas. C'est comme, ben non, mais maintenant, en tant qu'enseignante, c'est vrai que je regarde les élèves. Puis, on a cette responsabilité-là aussi, surtout d'informer la direction si un élève porte plus qu'un vêtement par jour, qu'un vêtement 2 fois dans la même semaine, on commence à se poser des questions, puis on prend des notes. Les ongles, les cheveux, les dents, euh, la boîte à linge, tout. C'est important de prendre soin de votre enfant, point de vue de l'apparence. Aussi, faire les cheveux, les tresses, faut pas attendre plusieurs mois, faut prendre soin de son enfant parce qu'on regarde ça. L'alimentation aussi, on regarde, ça c'est dans deux sens, bien nourrir l'enfant, l'élève pour qu'il puisse mieux apprendre parce que l'alimentation joue un rôle important et aussi mettre les bonnes choses dans la boîte à lunch parce qu'on regarde la boîte à lunch. Si on va pas le dire, mais on regarde la boîte à lunch, on va prendre des petites notes. Cet élève-là mange pas beaucoup de légumes. Cet élève-là mange trop de chocolat. Donc, ce sont des petits conseils aussi. La supervision par rapport au sommeil, c'est important de toujours s'assurer que votre enfant dort bien, il dort assez aussi. Et la technologie, est-ce que l'enfant passe trop de temps sur le téléphone ou sur la tablette? À un moment donné, il faut des moments de lecture, etc. Alors, ce qu'on a remarqué, là, les élèves qui passent beaucoup de temps sur les téléphones et tout ça, ils sont plus excités, ils ont un comportement différent de l'élève qui prend un livre de lecture à la maison le soir. Donc, c'est important d'avoir une petite supervision, surtout par rapport à ce qu'ils regardent aussi. Ces temps-ci, à l'application TikTok, qui a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu que les enfants ne sont pas supposés regarder, mais les parents n'ont pas beaucoup de supervision. Et là, les élèves arrivent puis nous parlent de sujets qu'ils ne sont pas supposés savoir. Donc, c'est important d'avoir une bonne supervision. Et aussi empathie, parce que vous aussi, vous avez été à l'école ou vous aussi, vous êtes à l'école. Donc, des fois, l'élève arrive, puis il a passé une mauvaise journée, ou il a une mauvaise note, il a du stress, il arrive à la maison. Vous,
vous ne savez pas ce que l'enfant a vécu. Donc, c'est important de poser des questions, de s'assurer que sa journée a bien été, de l'encourager par rapport aux tâches à la maison, quand il y a des examens, d'être juste empathique, puis d'encourager l'enfant à prendre du temps aussi pour lui-même, à faire des petites sorties, etc., en famille et tout. Aussi, j'ai mis en caractère gras mot d'encouragement malgré l'échec, parce que surtout dans notre communauté, des fois, une petite note ou un échec, on ne sait pas pourquoi un élève n'a pas réussi. Il y a des élèves que c'est juste difficile pour eux parce que justement, ils ont des troubles pour la lecture, pour l'écriture. Il y a des élèves qui tremblent. Il y a des élèves qui ont la difficulté à lire, qui ont la difficulté de compréhension aussi. Donc, au contraire, quand il y a un échec, ce n'est pas le temps de rabaisser l'enfant et de le faire sentir mal, mais c'est le temps justement de poser les bonnes questions. Pourquoi tu n'as pas réussi? Pourquoi tu as cet échec-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, tu puisses réussir? Donc, c'est important d'encourager vos enfants. Je pense que c'est la fin. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous pour mieux réussir dans le fond. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Merci beaucoup, Stacy. La présentation a été vraiment très fascinante, très enrichissante aussi. J'ai beaucoup appris et j'espère que chacun de vous, vous avez appris autant aussi. Donc, maintenant, nous allons céder la place à Tacite pour une présentation sur le plan spirituel. Il va nous parler de l'éducation sur le plan spirituel. Tacite. Bonsoir à tous et Bonsoir. merci à Stacy pour cette belle présentation. Je ne veux pas présenter la partie religieuse comme deux parties séparées, mais je vais juste renchérir sur ce que vient de dire la présentatrice. Donc, vous avez bien vu qu'elle a mis l'accent sur la prière, bien que c'était un peu à la volée, mais on peut dire que la prière a une efficacité. Donc, si vous mettez Dieu à l'avant dans votre parcours académique, donc il va vous donner les outils nécessaires pour atteindre cet objectif-là qui est la réussite. Donc, d'un côté, nous avons l'individu comme tel, par exemple, et puis il y a les obstacles qui peuvent vous empêcher à atteindre cette réussite académique. Donc, si nous avons Dieu à notre côté, donc l'éducateur par excellence, donc la réussite peut être facile pour nous, peut-être à notre portée. Donc, je ne vais pas vous demander de négliger l'aspect académique de votre parcours, tout comme je ne vais pas vous demander de vous concentrer seulement sur l'aspect de la divinité, donc la force divine qui peut vous accompagner. Donc, il faut essayer de trouver l'équilibre. Donc, c'est très important. Donc, Dieu peut nous donner la réussite. Dieu a la connaissance, a toute la connaissance. Il est omniscient, comme on le dit souvent. Donc, c'est vraiment nécessaire d'allier la puissance divine avec nos forces en tant qu'humains, nos capacités, et puis les deux, ça va nous porter à atteindre la réussite comme nous le souhaitons. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous allons faire place aux questions s'il y en a et aussi aux commentaires. Donc, soyez les bienvenus. J'avais une question. Stacy t'a parlé du stress positif et souvent on pense que le stress est négatif totalement, mais c'est à quel point que le stress positif peut devenir dangereux, parce que je sais que quand tu es stressé pour trop longtemps,
peut-être ton corps va, non, tu vas être épuisé, tu vas perdre l'engouement que tu as pour les études. Et comme je sais que tu as parlé aussi des activités qu'il faut faire entre, mais quand est-ce que ça peut être dangereux en tant qu'enseignante, que, des gens que tu côtoies, quand est-ce que c'est dangereux à peu près? Très bonne question. Je suis en train de moi-même de réfléchir. Euh, Quand est-ce que ça peut être dangereux? Comme en termes de surmenage, je sais que moi, si je suis stressé peut-être 1 ou 2 semaines, je peux toffer. Mais après un mois, si je fais un mois constant, je sens que peut-être que je peux pas, mais je sais pas si c'est la même tolérance pour tout le monde en termes de stress positif parce que je veux réussir, mais si c'est trop long, je sens que ok, maintenant c'est un Ouais, je petit peu dangereux. comprends. Ouais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas comment je peux répondre parce que moi, mon stress positif, Longtemps. il dure pas longtemps. Ok, Ça ok. peut durer 1 à 2 jours. 1 à 2 jours. Donc, Fait que ça dépend de chaque personne, connaissant son c'est corps. ça. Euh, c'est quoi Exactement. sa tolérance? Ouais. Ok, Mais ok. je me dis aussi, je me demande est-ce que le stress positif peut durer 1 mois? Parce qu'il me semble que ça, c'est du stress négatif si ça dure autant de temps. Il me semble que Mhm, le stress positif, c'est, OK, j'ai une nouvelle tâche où il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Je suis stressée, mais je suis stressée pas parce que je n'ai pas le contrôle, mais je suis stressée parce que je veux accomplir la tâche, je veux bien faire, je veux bien réaliser. mhm. Et là, mon stress me pousse à aller chercher des ressources, à aller comme, Ok. et- mais si le stress, ça dure 1 mois, rendu là, c'est de l'anxiété, à mon avis, c'est plus du stress, là. Je sais pas ce que les autres pensent, mais en tout cas, je pense pas que le stress positif est supposé durer autant de temps. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire, c'est aussi, est-ce que le stress positif peut être aussi sur des séquences, tu as une période d'études, mais tu Mhm. divises tout en petites portions pour dire, OK, je vais étudier tel chapitre, telle affaire, je vais prendre des notes pour telle affaire. Comme ça, toi, ça peut être positif dans le sens comme tu te donnes du temps pour apprendre sans que tu essaies de tout faire en un mois puis tu sois complètement épuisé. Fait que je pense qu'il y a un peu, la façon dont tu parles, Ah, c'est stratégie et court terme, tout dépendant de chaque personne. ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, tu viens de donner une stratégie de séparer. Par petits morceaux, ouais, ouais, ouais. Exactement. Au lieu de tout faire, je sais pas, en 2 semaines, puis tu vas complètement épuisé. Exact. Euh, Mais le stress positif aussi peut être j'ai la régie, j'ai une, bon, ça peut être dangereux quand, justement, le stress te pousse tellement à agir, te pousse tellement, tu veux réussir que tu fais trop de choses, puis que là, t'es OK, comme, tu OK. comprends? Je Ça pense devient que là, ça peut être négatif quand tu fais dangereux. trop de Là, choses. OK. exact. Là, ça devient négatif. Et là, t'as plus le contrôle. Et là, tu sais plus, tu comprends? Tu t'épuies justement tellement que tu fais. Tu n'as pas une bonne gestion. Mhm, Ton stress te pousse à trop en faire et genre trop rapidement. mhm. Donc, ça peut être dangereux quand tu n'as pas le OK, contrôle, justement. OK. Puis Merci Là, ton j'ai pour... corps répondu aussi à une va te question. le dire. Ton corps va te le dire. Quand c'est Mhm. trop là, ton corps va te le dire. Donc, Exact. merci beaucoup, Cécile. Merci, Direct. Donc, on a une autre question dans le chat de la part de Frère Bernard. Dans la présentation, tu as parlé de quelques stratégies de conflit, de gestion de conflit, par exemple, l'évitement. À quel niveau la stratégie d'évitement peut contribuer à empirer la situation du conflit? Merci. Peut contribuer à empirer ou améliorer la Empirer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par accueil. là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est comme, tu sais, oui, on a une situation de conflictuelle et Mhm. puis, au lieu de confronter sur le coup, on décide de laisser ça tomber. Et donc, là, la question est que jusqu'à quel point
cette stratégie-là pourrait faire en sorte que la situation s'aggrave? Je me rappelle pas que j'avais parlé d'évitement. Est-ce que j'ai parlé d'évitement? Je vais retourner dans la partie de conflit. Bon, j'ai partagé encore, on va aller voir ça ensemble. J'ai partagé, on va aller dans la partie stress. Peut-être c'est en lien avec les travaux d'équipe et tout. Ouais, c'est ça, je vais aller voir. On va aller voir ça ensemble. OK, les travaux d'équipe. OK, là, il y a les types de conflits, les réactions. Ah, l'évitement. D'accord, oui. OK. Certaines personnes. Moi, l'affaire avec moi, c'est que quand je finis quand c'est la même chose en enseignement, je termine. Après, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Sur le coup, je peux parler. Donc, c'est important que je revienne sur ce que j'avais vu. Donc, OK. Et là, la question, c'était, à quel niveau la stratégie d'évitement peut contribuer à empirer la situation du conflit? euh, Je peux essayer d'apporter un élément de réponse. oui, vas-y, parce que je suis en train de réfléchir. Donc, pour ma part, je pense que si tu le fais pas comme à chaque fois, tu le fais une fois de temps en temps, ça pourrait être correct. Donc, pour moi, le fait d'éviter, ça ne veut pas nécessairement dire que oui, on va résoudre le problème, mais sur le coup, au lieu de dire n'importe quoi, de réagir d'une façon et que par la suite, tu risques de le regretter, vaut mieux se retirer, prendre un moment de recul pour bien réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait dire. Et par la suite, si on voit que la personne est réceptive, essayer de faire un retour avec la personne. Mais si ça ne marche pas, mais on ne va pas forcer la personne. Mais si on compte comme on s'amuse à le pratiquer à chaque fois, c'est sûr qu'il va avoir de la frustration, comme on va accumuler, puis ça va finir par, en effet, frère Bernard, comme empirer la situation. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Merci, Isra. Dans le fond, je trouve que c'est important d'éviter de faire de l'évitement quand on voit que la personne, justement, n'est pas en situation, elle n'est pas réceptive à ce qu'on veut dire. Dans le sens qu'il y a un problème, je veux dire ce que je pense, mais la personne est tellement comme dans ses émotions, dans ses sentiments, que là, ce n'est pas le temps de le dire parce que si je réponds, ça va empirer la situation. Donc, je ne dis pas non plus qu'il faut éviter puis ne pas revenir sur la situation quand c'est le moment de revenir parce que c'est important de communiquer, de comprendre et d'arriver, comme j'avais dit, à faire un compromis. Mais il faut analyser l'environnement, il faut analyser l'énergie que la personne dégage, faire de l'évitement pour ne pas empirer la situation, puis après revenir une fois que tout le monde est dans un bon vibe, dans un bon environnement. Merci, Stacy. Donc, frère Jefté? Oui, merci bien. Et Stacy, pour la présentation. C'était très bien. Ça fait plaisir. Et j'ai une question, un commentaire, mais avant, je voudrais un peu revenir sur l'évitement. L'évitement, quand même, ça peut être dans plusieurs situations de la vie, même en ce qui a trait à la question de gestion du stress. Mais en ce qui a trait au conflit, je dirais que l'évitement peut être intéressant si ça peut éviter que le conflit survienne, OK? Qu'il y ait un conflit, qu'il y ait apparition de conflit. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait conflit. OK, c'est correct. Mais si le conflit existe déjà,
Maintenant, essayer d'éviter de le gérer comme tel, comme un conflit, là, ça pose problème parce que le conflit existe déjà. Si on essaie de l'éviter, mais on ne résout pas le problème. Le problème est là. Et la personne avec qui on est en conflit, mais les personnes avec qui on est en conflit, eh bien, ça peut être aussi une source d'agacement pour eux. Juste à regarder dans un couple, chez un couple, par exemple, quand la femme ou le mari, et il y a quelque chose, et puis l'homme ne veut pas parler du tout, il fait rien du tout, là, mais non, là, c'est de l'évitement, la fille va vraiment mal le recevoir. Ça, je vous le garantis, et vice-versa. Donc, c'est important quand le conflit existe déjà, eh bien, et si on est capable de le gérer par nous-mêmes, qu'on le gère, qu'on en parle. Si on a besoin d'une tierce personne comme une sorte d'arbitrage pour régler le conflit, quelqu'un qui peut faire figure d'autorité ou bien qui peut vraiment aider, eh bien, tant mieux. Mais j'avais aussi, j'ai bien aimé il y avait un conseil en particulier pour les étudiants, c'est d'essayer de montrer de l'intérêt par rapport à ce que fait l'enseignant ou l'enseignant. C'est important pour réussir au niveau des études. Et il y a toute une culture différente en Amérique du Nord que dans nos pays d'origine, comme c'est le cas, par exemple, d'Haïti, j'imagine aussi pour d'autres pays et africains ou d'autres pays d'immigrants ayant des cultures assez semblables. Et c'est que on considère l'enseignant ou l'enseignant comme vraiment une figure d'autorité. On a un peu peur de le rapprocher de plus que pour essayer vraiment de poser des questions. Et pourtant, et moi, mon expérience comme ancien étudiant et par le passé et au Canada, c'est que l'enseignant attend ça. Et les enseignants aiment ça. Okay, ça montre que vous avez de l'intérêt pour ce qu'ils font. Et maintenant, quel conseil auriez-vous pour des personnes qui agiraient ainsi? Parfois, ça projette l'idée, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai entendu des histoires quand même pas mal, très, très drôles quand même. Et ça projette quelque part l'idée chez l'enseignant que l'autre soit n'est pas assez bon, soit l'autre n'est pas vraiment intéressé au cours. Et l'autre chose aussi que je voudrais en parler, si vous pourriez répondre là-dessus, c'est et des fois les étudiants, nos étudiants issus de l'immigration, soit d'Haïti ou d'autres pays, et comme des pays africains par exemple, je ne sais pas si c'est à cause, par exemple, dans notre pays, par exemple, il y a des droits qui ne sont pas respectés. Fait que on veut pas vraiment aller trop au bout. Nos droits sont lésés, mais on les garde pour nous. On vient à la maison, on est frustré, on en parle au conjoint, on en parle à la conjointe, mais on veut pas en parler, on parle pas vers les ressources qui existent vraiment à l'école ou à l'université pour essayer de résoudre le problème. Par rapport ça peut être un problème avec un enseignant, hein, pas s'en cacher, il y a des enseignants et des enseignantes qui sont racistes, hein, et qui vont jouer pieds et mains pour essayer de rabaisser ou bien de l'échouer. Ça existe. Moi, j'ai pas été victime de ça quand j'ai été étudiant en maîtrise, mais ça existe. Hein. Donc, quel conseil auriez-vous à des étudiants comme ça là qui ont des cas palpables vraiment soit de préjugés ou de racisme, qui ont été victimes, mais qui en prennent à parler, ils disent, ah, on va mettre un stigmate de plus sur moi, va m'empêcher de réussir, et puis, mais ça le ronge. C'est quoi les conseils que vous auriez pour ces gens-là? Le mot sans découper, Stacy, on a peur des représailles, en fait. Oui, des représailles. Merci bien. OK. Ça a bien résumé. OK, dans le fond, quel conseil? C'est comme on a peur d'évoquer ses propres droits. OK. Ben, le conseil, ce serait de ne pas avoir peur d'éviter de faire ça, dans le fond. Parce que
vous avez parlé vraiment de beaucoup de choses. Donc là, je suis un peu, il y a beaucoup d'informations, mais ça arrive d'avoir, j'ai même vécu cette situation-là, des enseignants qui sont racistes ou des enseignants qui ont des préjugés ou des stéréotypes. On peut rien changer par rapport à ça. Mais tout comme, c'est important de connaître ses droits. Tout comme vous connaissez vos droits, l'enseignant aussi connaît vos droits. Donc, si vous voyez que il y a un enseignant qui, en tout cas, moi, je me gêne vraiment pas. Je vais dire, oui, fort, est-ce que vous êtes raciste ou juste le fait de s'exprimer ou dire comme de connaître je sais pas comment le dire, mais juste le fait faut pas avoir peur de ne pas réussir à cause d'un enseignant qui ne nous aime pas, peu importe que ce soit par rapport à notre couleur de peau ou quoi que ce soit, parce que justement, ce serait lui donner le pouvoir sur ta réussite. Puis ils le savent. Ils sont racistes, ils veulent pas, ou peu importe ta raison, pas juste le racisme, peu importe ta raison, il faut en parler. Je dis pas d'aller affronter la personne puis de commencer à dire des propos qui ont pas leur place, mais juste, il faut en parler. Je sais pas comment dire d'une autre façon, mais il faut en parler. Puis, si on voit que l'enseignant nous cause vraiment des problèmes, il y a des syndicats à l'école, à l'université, il y a il y a toutes sortes de ressources. Là. Il y a des gens qui sont là justement pour aider par rapport à cela. Mais le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas se laisser impressionner ou de ne pas de défendre ses droits dans le fond, de défendre nos droits. Ce serait vraiment ça. Et de trouver des ressources justement qui peuvent nous aider, surtout si on trouve qu'on aurait dû avoir une meilleure note ou que une personne a une telle note, puis on a eu la même réponse, mais moi, je n'ai pas eu la même note que la personne, d'aller voir l'enseignant et si l'enseignant dit sa réponse n'est pas valide, d'aller plus haut que l'enseignant. Mais il ne faut pas se laisser contraindre par un enseignant qui ne veut pas notre réussite. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter d'autres réponses, là, mais ce serait Oui, ça. je vois demain. Je vais me servir avant. Désolée, guys. En fait, je vais essayer de résumer mon point de vue. Donc, j'ai vécu une situation très compliquée, OK? Puis, jusqu'à maintenant, ça reste quand même encore fragile et ça a de grandes répercussions sur la suite de mon parcours académique. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Je comprends, j'entends tout ce que Stacy dit et moi aussi d'ailleurs, comme tu sais, avant que j'ai vécu cette situation-là, je le disais également. Mais lorsque on est face à ces genres de situations de racisme, de discrimination et tout, d'injustice, lorsque c'est nous autres qui vivons l'expérience, on a toute une autre vision de la situation. Oui, c'est bon comme tu sais, de dénoncer, de ne pas peur, de mettre en valeur ses droits et tout. Mais lorsque nous faisons face à une grosse machine, et la grosse machine représente, normalement, les enseignants représentent la machine. La machine, c'est quoi? La grosse machine en tant que telle, c'est quoi? C'est l'institution où est-ce qu'on étudie. Donc, veut pas, nous, les étudiants racisés, on est déjà en minorité et lorsqu'on parle de relations de pouvoir, donc ils sont capables de tout. Là, vous allez dire, mais t'es pas croyante? Oui, je suis croyante, OK? Je suis croyante. Je sais que si Dieu ne le permet pas, ils vont pas pouvoir atteindre comme leur but. Mais on va juste, permettez-moi de juste mettre Dieu un petit peu à côté, mais pas trop à côté. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Comme lorsque nous faisons face à cette grosse machine-là, et même s'ils voient que l'enseignant a tort, mais juste pour sauver leur face, désolé, leur image, ils vont tout essayer pour justifier l'action des enseignants, peu importe. Donc,
en tant que servante, serviteur de Dieu, c'est malheureux, oui, il y a des ressources et tout, mais notre première solution devrait être Dieu. Moi qui le dis, c'est pas facile, hein, je vous le dis. C'est pas facile, mais notre première solution, cela devrait être Dieu. Et moi, oui, je compte dénoncer, mais je sais que si je le dénonce encore plus de comment je l'ai fait jusqu'à maintenant, ça risque d'avoir des répercussions encore sur moi. Donc, il faut vraiment, c'est important aussi de choisir le bon moment pour le faire. Ouais. Il faut prendre son temps pour bien réfléchir, pour savoir exactement, demander à Dieu la direction, comment. Il faut être stratégique, en fait. Donc, c'est tout. Alors, Tacite, après ça, on va prendre Landel. Oui, c'est concernant l'aspect que Frère Jeffrey avait touché. Donc, il y a aussi un autre aspect que je voulais aborder et en même temps poser une question. Certaines fois, comme l'a dit, les professeurs ou les instituteurs ou institutrices sont ouverts aux questions ou bien aux inquiétudes des élèves. Mais il y a aussi un autre aspect où les professeurs, les enseignants se considèrent maîtres et seigneurs et ils ne veulent pas écouter aucune intervention, soit d'un élève ou d'un parent. Je me rappelle quand j'étais étudiant, puis il y avait un professeur et puis un élève avait des difficultés à comprendre une certaine théorie. Et puis, il a regardé, il a dit, bien, si tu ne comprends pas cette année, l'année prochaine, tu comprendras. Donc, quand tu vas reprendre la classe, ça va être plus facile. Puis, il y avait un autre professeur qui disait, ben, il faut juste regarder la théorie et puis le faire. Donc, il y a aussi des instituteurs qui se considèrent comme maîtres et seigneurs. Ils ne veulent pas écouter aucune autre tendance. Donc, comment est-ce qu'on pourrait aborder ce genre de professeurs-là ou d'enseignants? Ce serait ma question. Très bonne question. C'est pour ça que j'avais spécifié dans le PowerPoint les bons enseignants. C'est parce qu'il y a d'autres enseignants qui c'est un peu compliqué, effectivement. C'est vrai qu'il y en a qui, quand ils enseignent, c'est eux, ça doit aller dans leur sens, là. Donc, ce serait bien d'essayer de poser la question ou d'essayer de trouver des réponses, ou si ce n'est pas le cas, d'aller voir d'autres enseignants. C'est vraiment ça mon conseil, parce que si l'enseignant, il ne veut pas, on peut rien faire. Il ne veut pas, mais il y a d'autres enseignants qui sont toujours prêts à répondre ou à essayer de trouver des étudiants qui ont étudié avant avec cet enseignant-là. Il y a toujours des groupes Facebook, avant de faire un cours, là, ça c'est super important. Quand j'avais mes cours à l'université, j'allais sur le groupe Facebook, justement, de ce cours-là, avec des gens. Il y a aussi des Rate My Teacher, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des notes qu'il y a sur les enseignants, justement. Donc, avant de prendre ce cours-là, allez voir qui enseigne, puis allez voir les commentaires des enseignants, des élèves qui ont déjà eu ces enseignants-là. Vous allez déjà avoir un petit résumé de la personne. Mais sinon, si l'enseignant n'est pas capable, ne veut pas répondre ou n'est pas ouvert à ça, il y a des groupes, il y a d'autres personnes, il y a d'autres enseignants, il y a des mentors, il y a d'autres anciens élèves qui sont toujours prêts à aider aussi. Sinon, l'enseignant reste le maître de sa classe. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou s'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter d'autres informations. Juste une petite clarification. En effet, c'était à une époque où l'Internet n'était pas, pas encore aussi dans toutes les maisons au jour le jour. Donc, il n'y avait pas autant de ressources. Donc c'était pas assez facile comme ça. Mais donc, il y a aussi le problème de méthodologie que je crois qu'il est très important parce que des fois, l'enseignant peut être vraiment, il a des connaissances,
mais comme partager sa connaissance, il n'a pas la bonne méthodologie. Donc, c'est vraiment vrai. important. Ouais. Merci. Je suis tout à fait d'accord. La semaine dernière, justement, j'avais une présentation à l'église Philadelphie. Puis, je disais aux personnes, justement, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances que tu es capable de transmettre ce savoir-là. Tout est dans la transmission. Ce que j'ai appris, comment est-ce que je peux te l'enseigner pour que tu puisses bien comprendre? Ou peut-être que tu vas le comprendre d'une manière différente, mais l'important, c'est que tu puisses bien comprendre ce que je veux te transmettre. Donc, c'est tout, je suis 100% d'accord avec le commentaire. Merci. Landel, vas-y. Merci beaucoup, Isra. Ben, j'ai pas suivi à 100% malheureusement la formation, mais j'ai vu Stécie de loin et je me suis dit quand même, la fille, elle est bonne, hein, la façon dont elle explique, c'est vraiment une enseignante. Mais il y a encore vraiment beaucoup, vraiment de défis vraiment pour réussir. L'exemple de racisme, on sait, il y a beaucoup de racisme, mais souvent, comme Fred Jeffrey a dit, on veut pas se plaindre, on veut pas parler, mais c'est vraiment pour notre malheur. Quelqu'un qui est victime de racisme, qui veut pas parler, c'est vraiment d'accepter qu'on est inférieur à l'autre. On est aussi capable que les Blancs. C'est comme si vraiment on nous empêche d'avancer juste parce que nous sommes noirs. Si on ne parle pas, pour moi, c'est d'accepter vraiment qu'on n'est pas capable. Mais si on est capable, il y a des ressources. Même quand, dans le mal, même on nous dit dans le mal, on va trouver comme quelqu'un qui fait partie du groupe, mais quand même, qui va nous défendre comme, on doit pas avoir peur d'essayer, même quand on sait que ça va aboutir à rien, mais il faut essayer vraiment de défendre nos droits. Et c'est pas juste les étudiants qui sont victimes de racisme et comme de la part des profs, même les professeurs aussi sont victimes de racisme de la part des élèves. Et là, c'est tellement, j'ai entendu une expérience, un enseignant qui fait suppléance. Il y a une fille, québécoise qui a dit à ses amis comme, oh, il ressemble à un chien. Oh, comme, oh, un noir qui nous enseigne. Oh, il a dit plein de choses. Imagine qu'un professeur qui vient à peine de commencer. Mais lui, il avait vraiment du tact. Et puis, c'est un japonais, un élève japonais qui lui a raconté ce que l'autre a dit. Et lui, il n'a pas fait silence. Moi, j'allais faire silence. J'ai fini ma suppléance. J'ai parti. Une chance que je ne suis pas dans l'enseignement. Mais lui, il a vraiment parlé aux élèves. Est-ce qu'un chien peut enseigner? Il a pris plein d'exemples pour ramener jusqu'à la fin pour dire que il y a un élève qui a dit tout ça. Là, et quand on a pointé du doigt l'élève, on a dit, non, c'est pas vrai. L'autre élève qui a dit, oui, c'est vrai, tu l'as dit, j'ai entendu. Et là, imagine, mais dans la classe, c'est sûr qu'il y a plein d'autres personnes comme cet élève-là qui sont racistes aussi. Mais par rapport à tout ça, toutes les autres se sont soulevées contre la personne raciste. Et là, elle a pleuré, elle a demandé pardon, elle savait pas que ça allait comme se répondre. Il faut pas garder je suis sûre que la personne va jamais faire ça à un autre professeur noir. Mais nous aussi, en tant qu'élève, mais moi, j'ai déjà fait silence. C'est comme, des fois, on dit, oui, on voit que le professeur est raciste, mais si ça va pas m'empêcher de réussir vraiment, je vais pas comme faire un scandale pour rien. Mais des fois, ça laisse vraiment, des fois, c'est pas la bonne décision. Mais tu passes le cours, mais tu laisses ça aux autres qui vont venir, qui vont être victimes aussi. Parce que moi, j'avais un professeur, tous les étudiants noirs le savent, il était raciste. Il enseigne à l'Université d'Ottawa, à l'Université du Québec aussi en Outaouais. La façon dont il parle, c'est comme, il te montre pas qu'il est raciste, mais il prend des exemples tout le temps. Il dit comme, oh, dans nos pays, il y a rien. C'est comme, il y a de la misère, il y a de la pauvreté. Tout ça, il a des effets, vraiment, tout ce qu'il dit a des effets sur nous. Puis, arrive un moment là où je vois que vraiment il est raciste, il dit comme, oh, quand tu vas chez Costco, c'est les Noirs que tu vois avec leur panier et ils sont, c'est comme, c'est comme les Noirs sont gros. Oh my God, j'ai dit, oh, regarde comment ce monsieur.
À un moment donné, c'était un blanc qui a dit non. Il a fait un vieux commentaire. On lui a dit non, ça, c'est pas bon, tout ça. Mais oui, on est victime, mais avec l'aide de Dieu, on est capable d'avancer. Même quand ils vont nous faire croire que nous sommes inférieurs, mais on le prouve à chaque moment que nous sommes capables. Des fois, on fait mieux même. Oui, Que, je suis 100% d'accord. Mais moi, il faut parler. Il faut quand il y a un commentaire déplacé, je trouve ça vraiment important de le dire en public. Si le commentaire a été fait en public, je vais lever ma main puis me dire que ce commentaire est déplacé en public. Si c'est en privé, je vais te le dire en privé. Mais en plus, avec notre génération, en tout cas, il y a les jeunes, là, c'est comme, s'il y a quelque chose, je dis à l'enseignant n'écoute pas, ça change rien. Je vais à la direction, au supérieur, ça change rien. Il y a les réseaux sociaux. Je vais faire une petite vidéo. Je vais dire qu'à l'école, j'ai été victime de racisme. Et crois-moi, la vidéo va circuler. Et après, ils n'auront pas le choix en tout cas, d'agir là. Mais qu'on n'en parle pas, les gens vont pas savoir. Mais de nos jours, on a la technologie, que ça fait que il y a la communauté qui est là, puis que ça peut même aller aux nouvelles. Donc, c'est important d'en parler. C'est pas facile, je sais, mais c'est important comme eux, ils sont capables de dire certains propos, nous aussi, on doit être capable de nous défendre. Je trouve ça important. OK, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou de commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Stacy, est-ce que tu as quelques mots de conclusion à nous adresser? Euh, Merci à tous pour votre participation et merci de m'avoir accueilli le groupe Rayon des Sports. Merci à Dari et j'espère que les conseils, la présentation, vous avez pu apprendre quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes des chrétiens, donc c'est super important de prier puis que une fois que Dieu est avec nous, nous savons que nous serons toujours à la tête et non à la queue. Ça, c'est toujours ma devise. Donc, peu importe, il faut continuer puis ne pas abandonner. Puis nous allons finir par réussir, veut ou veut pas, qu'ils veuillent ou non. Si on est fait pour réussir, nous réussirons. Donc voilà. Merci encore une fois, Stacy. Merci à nos chers rayonneurs qui ont rendu possible ce programme ce soir. Donc, vraiment, cette présentation nous a outillés pour pouvoir réussir dans notre cheminement académique. Donc, merci à vous tous. Et maintenant, nous allons avoir la prière finale. OK, baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Père Céleste, merci pour cette belle présentation que tu nous as envoyée, tu as utilisé ta servante Stacy pour nous instruire, pour nous aider, Seigneur, à gérer nos stress pour que nous puissions réussir notre parcours académique. Seigneur, nous te remercions. Permets que nous puissions appliquer ces conseils de notre vie, Seigneur, car nous savons que notre réussite, c'est ta gloire. Et nous voulons mettre nos talents, nos connaissances à ton service, de Père, pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à réussir. Aide chaque rayonneur ici présent à réussir et aide Stacy aussi de continuer à exceller dans ses études et chacun de nous dans nos Pères célestes afin que nous puissions nous entraider. Bénis la soirée pour nous, bénis la semaine pour nos pères. Et nous savons que l'ennemi, il va mettre des pièges sur notre chemin au cours de la semaine. Nous te demandons de nous donner la victoire, permet que nous puissions passer une agréable semaine sous ton divin regard. Bénis-nous, fais-nous du bien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.